Ce sont deux personnalités, je le disais à l'instant, qui sont impliquées depuis longtemps dans cet inventaire, puisque pour ceux qui le savent peut-être, ils étaient déjà présents dans le cadre de l'exposition de Jade et de Nacre, qui était un événement phare en 1990, si j'ai bonne mémoire, qui avait donné lieu à un catalogue que vous avez peut-être vu devant la salle CCA, qui est aujourd'hui bien évidemment épuisé et très recherché. Donc on a bon espoir que le prochain, pour l'exposition qui sera ouverte en octobre 2013, aura le même destin. Donc peut-être quelques précisions pour ceux qui l'ignoreraient. Donc Roger Boulet est ethnologue. Il a écrit beaucoup de choses sur la Nouvelle-Calédonie, en particulier sur l'architecture traditionnelle, les bambous. Et puis, je pense que personne ne l'ignore, Emmanuel Casarero était notre directeur pendant de nombreuses années et il était impliqué auparavant dans le musée de Nouvelle-Calédonie. Donc l'un et l'autre connaissent bien l'Océanie, les pièces kanak. Donc on peut s'attendre ce soir à, j'allais dire, un exposé de grande qualité. Et puis vous noterez aussi dans le diaporama les qualités de dessinateur de Roger Boulet, puisque le dessin fait partie intégrante, en plus de la photographie, de cette méthode d'inventaire. Donc je vous invite, après cette conférence, à poser toutes les questions qui viennent en tête, mais surtout, comme je le dis souvent, de demander le micro, puisque nous enregistrons ces conférences qui seront ensuite mises à disposition. Alors elles le sont déjà auprès du public à la médiathèque, mais elles le seront ensuite en podcast. Voilà, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, et puis je vous souhaite bon courage. À tout à l'heure. Merci. Bien, bonsoir, merci d'être venu à cette conférence sur un sujet relativement aride, je dirais, même si on a essayé de l'égayer avec quelques vues. Merci pour ces mots d'introduction, Manuel. On va se répartir la parole entre Roger et moi. Roger interviendra pour une première phase de présentation qui est qu'est-ce que c'est qu'un inventaire de patrimoine dans de multiples musées, comme on le fait en ce moment. Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai de vous donner quelques perspectives sur ce qu'on tire finalement de cet inventaire et de quelle manière on peut tracer quelques projets pour le futur à partir de ce travail que nous faisons. Je vais donc rapidement vous répondre à cette question. Qu'est-ce que l'inventaire du patrimoine dispersé ? En vous traçant assez rapidement les grandes thématiques que nous abordons en faisant ce travail. Disperser est bien le mot qui convient, puisque maintenant nous sommes à peu près capables de donner l'estimation que vous voyez affichée sur cet écran, environ, mais c'est de l'ordre on va dire, de 17 000 objets qui sont dispersés dans 110 musées dans le monde. Il est remarquable de voir que 10 000 de ces objets sont détenus dans 6 grands musées. Je souligne que la Nouvelle-Calédonie et le musée de Nouvelle-Calédonie n'est pas dénué d'objets de kanak de Nouvelle-Calédonie, puisqu'il est presque aussi important en volume que la collection du musée du Quai Branly. Après, vous voyez le très connu musée de Bâle, dont le fond est constitué par un personnage dont on parlera tout à l'heure, Sarrazin en 1910, seul collecteur, et ensuite d'autres musées dont les origines sont plus diversifiées. Une grande carte qui vous donne à peu près qui vous rend compte visuellement de cette dispersion. Pendant qu'on regarde cette carte, parce que c'est assez concentré. Pour ce qui concerne les musées français,
On en avait parlé il n'y a pas très très longtemps, mais maintenant on peut établir qu'il y a 83 musées en métropole, 83-85, qui détiennent des objets Canac. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire de 1 à 3000, comme vous le voyez vous l'avez vu sur l'écran précédent. Alors l'historique de cette affaire, Manuel a rappelé qu'en effet, la première partie de cette opération d'inventaire est très ancienne, puisque Jean-Marie Tchibao m'avait demandé de faire un repérage des collections en France. La distinction entre inventaire et repérage, on va la faire tout à l'heure, c'est du point de vue de la méthode. Et cette première opération assez ancienne avait abouti à la fabrication de l'exposition de Jade et de Nacre, qui avait déjà une caractéristique très originale et peu refaite depuis, qui a consisté à la faire d'abord à Nouméa, avec des objets qui étaient revenus pour l'occasion, et ensuite seulement à la montrer aux Parisiens, avec la réunion des musées nationaux. Un catalogue dont vous voyez la couverture avait été publié à cette occasion. Il est épuisé depuis longtemps. Si vous l'avez, gardez-le précieusement. Second temps, le second élan, les accords de Nouméa et l'accord particulier, qui demandait donc de réaliser un inventaire complet, ce qui est différent d'un repérage, vous vous en doutez, et notamment de photographier les œuvres du patrimoine Canac dispersées. Et un second temps dont on parlera tout à l'heure, qui est de favoriser le retour des œuvres du patrimoine Canac appartenant à l'État, on souligne, appartenant à l'État, sous forme de prêts à longue durée. Il s'agit bien ici de collections publiques. La concrétisation de cette première partie d'opération a été justement de pouvoir rédiger et clore l'annuaire de ces fameuses collections dans ces 83 musées. Vous pouvez consulter cet annuaire très facilement en faisant le site du musée d'Angoulême, en fait, qui est Kimuntu, dont on vous donnera la référence tout à l'heure. Il est aussi sur la base Joconde des musées de France. La troisième dynamique, elle est de l'année dernière, puisque nous avons pu, avec Emmanuel, enfin commencer l'opération principale, hein, après toutes ces années, qui est l'inventaire du patrimoine Canac dispersé, qu'on appelle, entre nous, IPKD, dont l'essentiel objectif est de constituer une base de données ouverte aux professionnels et aux chercheurs dans un premier temps, et dans un second temps, de voir de quelle manière il pourra être mis à la disposition du grand public. Pourquoi cette nuance pour le début de nos opérations, ou cette réflexion sur la mise à disposition? Très rapidement dit, c'est essentiellement quelque chose qui est lié au droit que détiennent les musées sur et les images et la publication des objets. Et ben voilà une petite photo de famille, l'équipe, vous voyez, puisque nous avons la chance, donc, vous le voyez avec ce petit logo de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, de pouvoir avoir un soutien très important de la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui s'occupe en fait de notre logistique. Alors vous voyez Emmanuel, Roger, René Binozzi, notre secrétaire, Étienne Bertrand, un collaborateur qui à la fois nous aide dans les inventaires, dans les déplacements et maîtrise tous les problèmes d'informatique, base de données, etc. Nous avons aussi, y compris dans cette opération, le soin de pouvoir accueillir des stagiaires. Donc les moyens de l'IPKD, grâce à une convention que vous voyez passer entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la Maison de Nouvelle-Calédonie, nous bénéficions d'un local très très bien organisé dans le 7e arrondissement et d'une personne à temps partiel qui nous aide dans l'organisation des missions. Alors pourquoi ces missions et comment ces missions? D'abord, le grand maître mot de ces missions, c'est que
nous nous déplaçons dans absolument toutes les collections dont nous désirons faire l'inventaire. Pour les personnes qui sont sensibles à des problèmes de méthode, il y a eu énormément d'inventaires, entre guillemets, faits par le passé sous forme de courrier. On envoie un courrier à un musée et on leur demande qu'est-ce que vous avez en magasin. En général, c'est pratiquement un échec assuré parce que soit des inventaires ne sont pas faits, ou quand ils sont faits, ce ne sont pas forcément des spécialistes qui peuvent répondre aux questions précises que nous nous posons. Donc, l'objectif principal et l'aide que nous propose la Nouvelle-Calédonie est de pouvoir effectuer des déplacements dans chacun de ces musées. Alors, c'est un petit peu plus lourd comme opération, mais au moins nous sommes sûrs de ce que nous engrangeons et de ce que nous voyons. Alors, les méthodes qui vont aboutir normalement à la constitution de cette base de données, il s'agit d'inventorier ces collections et de les documenter. Alors, voyons ça. Pour les inventorier, nous avons pris comme option de faire ce qu'on appelle un inventaire raisonné, c'est-à-dire que, prenons un cas concret, vous avez un musée qui possède 400 objets Kanak. Vous vous doutez que et la plupart du temps, sur ces 400 objets, vous avez environ 300 saguets et massues. C'est à peu près la proportion qu'on retrouve dans chacun de ces musées. Donc l'inventaire raisonné consiste à inventorier de manière extrêmement précise, vous le verrez, les objets qui nous paraissent, c'est un petit peu arbitraire, mais c'est fondé sur notre expérience, qui nous paraissent importants, incontournables et intéressants d'engranger, soit pour nous, soit pour être mis à disposition de futurs chercheurs qui s'intéresseraient à ce patrimoine. Nous utilisons une base de données qui est Micromusée, qui est un logiciel. Pourquoi l'a-t-on choisi? C'est parce que pratiquement tous les musées de Nouvelle-Calédonie sont équipés avec ce logiciel et que la plupart des musées, enfin beaucoup de musées métropolitains le sont aussi. Alors, c'est un outil très, très fin et très efficace et de mon point de vue un peu long à manipuler, mais vous voyez là le début de la moitié du quart d'une fiche que nous devons remplir sur chacun de ces objets, avec 10 rubriques et 18 sous-rubriques que nous remplissons à chaque fois que nous manipulons un objet. Cette base de données doit être documentée, c'est-à-dire que les objets ne sont pas seulement enregistrés comme étant suivant une typologie, saguet, massue, hache ostensoir et masque, mais nous essayons, quand c'est possible, de faire une documentation historique afférente à chaque objet, puisque vous vous en doutez, il est non seulement intéressant de voir une saguet ou une hache ostensoir, mais de savoir qu'elle a été en plus collectée par Monseigneur Douard ou par Tardy de Montravel, la rend encore plus intéressante. Donc il y a tout un travail historique qui est long, difficile, parce que les musées ont très peu gardé de documentation sur ce type de collection au XIXe siècle, où qu'elle a été perdue la plupart du temps, et que toutes ces archives sont souvent détenues dans un autre endroit que les musées, à savoir les archives locales, départementales ou nationales. Nous avons quand même constitué un fichier indépendant de 700 fiches de collectionneurs et de collecteurs de la fin du XVIIIe à nos jours. Nous la remplissons et nous l'enrichissons pratiquement à chacun de nos déplacements. Voici Emmanuel. Alors évidemment, je vous disais que nous nous déplaçons et ça nous donne l'occasion de pouvoir rencontrer énormément de gens. Là, nous sommes à Issac-la-Tourette, sur les traces de Monseigneur Douard, puisque ce village d'origine est aussi village détenant quelques objets, et dont un très très grand portrait de Monseigneur Douard que nous espérons pouvoir vous montrer dans l'exposition quand elle viendra ici. Quelques images pour ce qui concerne la documentation, comme nous l'avons, des documentations écrites, documentation iconographique et documentation
Au milieu, ce que vous voyez là, c'est un certain nombre d'étiquettes collées sur le même objet qui nous permettent de les confronter à d'autres collections d'étiquettes et qui souvent nous renseignent sur l'origine des objets. Recherche et en archives sur les collecteurs et collectionneurs. Là, un exemple du catalogue officiel que nous consultons concernant l'exposition universelle de 89. Les méthodes, la nécessité nous est apparue, nous l'avons effleuré, la nécessité de manipuler les objets. C'est assez important à rappeler. D'une part, vous vous doutez bien de tout ce qu'on peut découvrir en manipulant l'objet. Et ça n'est pas un vain mot, puisque nous sommes dans l'ère de la numérisation continue et totale. Et nous sommes confrontés maintenant à une difficulté inattendue. C'est des musées qui ne nous donnent accès à leur collection que par écran interposé, sous le prétexte que les objets sont mieux au fond de leur réserve et qu'il n'y a pas lieu de les manipuler pour des tas de raisons, en particulier des raisons de conservation. Donc ça n'est pas une des difficultés, c'est une des difficultés les plus courantes maintenant. Grâce à cette manipulation, vous pouvez voir de quelle manière on peut quand même en tirer un certain nombre de conclusions utiles, en particulier sur l'état de l'objet, sur quelques traces qui nous permettent de reconstituer son histoire. Vérifier l'état des objets, bien entendu. Par exemple, en cas d'exposition, il est bien entendu que sur notre base de données, on pourra trouver l'état de l'objet qui permettra, oui ou non, l'emprunt de l'objet pour qui voudra organiser quelque chose ensuite. Les méthodes, nous photographions les objets, non pas une seule photo comme sur les bases de données photographiques, mais une trentaine de photos par objet, ce qui permet de pouvoir l'appréhender sous toutes ses faces et dans tous ses détails. Nous pouvons, alors donc là, un petit exemple de photographie, il y en a seulement 2, mais je suppose que vous pouvez penser que cette hache ostensoir, nous avons dû faire 30 ou 40 vues du même objet. Ça nous permet aussi, dans ce type de travail, de manipulation, nous permet la plupart du temps de rentrer en échange avec les musées qui nous accueillent en leur donnant des conseils, en leur donnant des informations sur leur propre collection, voire même là dans l'exemple qui est à l'écran, de reconstituer des objets dont les éléments disparates avaient pu être éloignés les uns des autres, comme ces petites saguets qui étaient sous un autre numéro pour cette case, ce modèle de case que nous avons pu voir au musée de Leiden aux Pays-Bas. Nous pouvons comparer aussi les photographies actuelles avec des photographies anciennes, ce qui nous donne quelques renseignements sur l'état d'évolution de l'état de l'objet. Et nous complétons notre travail par une observation attentive et qui est complémentaire de la photographie, qui est de faire autant qu'on a le temps de le faire, un certain nombre de croquis. Et vous voyez que sur ce croquis, il y a environ une vingtaine de dimensions qui sont prises juste pour cette figure de masque. Pour les saguets, pour vous donner un exemple de la précision qu'on essaie d'atteindre dans le temps qui nous est imparti aussi dans les musées, au lieu de faire une seule mesure, longueur et diamètre, ou 2 mesures, on prend 17 dimensions. Tous les documents récoltés sont numérisés et insérés sur le logiciel Micromusée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez ici la reprise de ce que je vous ai annoncé quant à la nécessité de rendre cette base de données accessible au moins au minimum aux professionnels, et si possible on verra après de quelle manière on pourra l'étendre. Les conditions dans lesquelles nous travaillons sont tout à fait différentes. On trouve encore le musée de type grenier un peu poussiéreux, ce qui est toujours un régal parce qu'en général on trouve énormément de choses cachées.
et ignorés. Là, vous avez deux exemples de musées façon 19e siècle, avec toutes ces panoplies et tous ces objets un peu entassés les uns sur les autres, accrochés souvent de manière un peu solide au fond, clous et autres fils de fer. Donc vous voyez que puisque nous voulons sortir et manipuler chacun de ces objets, il faut non seulement les prendre sur des étagères, mais aussi démonter des vitrines. Ça nous arrive beaucoup plus souvent qu'à notre tour, comme on dit. Là, vous avez le musée de Florence à gauche, qui est dans son jus des vitrines 19e siècle, et le musée de Nîmes des années 50. Vous voyez, nous travaillons dans des conditions sympathiques à gauche, et Emmanuel est en train de rentrer à droite des fiches sous le regard des crocodiles du Muséum d'histoire naturelle de Nîmes, en l'occurrence. C'est quelquefois assez artisanal. Nous avons aussi nous sommes confrontés évidemment pour ce qui est l'accès aux objets à soit des réserves extrêmement bien tenues et professionnellement au top, soit à des conditionnements comme celui qui est en bas à gauche qui sont très bons selon des critères de conservation, mais toujours très difficiles à manipuler quand il faut sortir les objets de chaque petit sac qui les contient, ne pas oublier l'étiquette qui va avec. C'est une manipulation qui peut prendre souvent beaucoup de temps. Et puis à droite, un masque qui était sur des racks à 7 mètres de hauteur. Vous voyez l'entreprise qu'il faut mettre en train pour pouvoir commencer à le regarder. Vous voyez qu'on peut aussi travailler dans des conditions acrobatiques. Vous avez un exemple là d'Emmanuel au musée de Leiden, je crois. Très, très belle réserve, très beau musée, avec là des difficultés pour pouvoir faire des prises de vue qui conviennent. Les conditions sur le terrain, nous en avons parlé. Les collections, je vous le disais tout à l'heure, vont de quelques objets à 1 millier. On vient d'aborder tout ça. La remarque qui est en bas, et j'arriverai à la fin de mon exposé là-dessus, la remarque qui est en bas, c'est impact sur le temps consacré aux missions. En gros, on peut parvenir à faire une trentaine d'objets par jour. Donc vous divisez, s'il y a 400 objets, le temps qu'il faudrait pour faire ces inventaires avec le soin que l'on prend à le faire. Et ça vous donne une idée du temps et du budget qui serait nécessaire de mobiliser pour faire ce qu'on appelle un inventaire exhaustif. Voilà une des explications de notre choix de faire un inventaire raisonné. Les résultats, on terminera là-dessus. Nos premiers résultats de juillet, nous avons commencé en juillet l'année dernière, et jusqu'à ce dernier mois, nous avons donc exploré les collections et enregistré les collections de 25 musées. Nous avons vu 3606 objets et rentré de la manière précise dont je vous l'ai décrit, environ 2000 objets dans notre base de données. Voilà pour ce qui concerne à quoi ressemblent ces inventaires concrètement. Je pense qu'il y aura des questions après pour rentrer un peu plus dans le détail. Je passe la parole à Emmanuel. Merci Roger. Donc, dans cette deuxième partie, on va essayer de vous tracer quelques questions qui se posent et qui se posent en particulier à la culture kanak face à ce patrimoine qui est une forme de patrimoine ignoré qu'on redécouvre. Beaucoup de ces objets ont été préservés dans des musées grâce à la passion et quelquefois à la frénésie de collection du 19e siècle. Et ces objets nous reviennent à un moment où il nous faut repenser, ils nous aident, ils suscitent de notre part une réflexion nouvelle sur la relation qu'on établit avec le passé, du fait de la présence même de ces objets qui autrement, en général, dans les tribus, dans les villages, auraient disparu. C'est donc sur cet inventaire nous permet aussi d'entrer un peu en contact avec une forme d'historicité de ces collections. Au lieu de les considérer d'une manière globale
comme appartenant toutes à la même période et à la même région. On va essayer, au travers de cet inventaire raisonné, de sérier déjà dans le temps les différentes époques, car chaque époque finalement de collecte va nous apprendre, quelquefois d'ailleurs, plus sur les collecteurs que sur les collections, sur les cultures qui ont fait l'objet de ces collectes. Et chaque période va entraîner une forme de regard et donc une forme de choix de type d'objets qui sont prélevés. Bien évidemment, quand on fait une collection, on ne peut pas tout prélever, et donc il y a un certain nombre d'objets qui sont privilégiés, et on commence à voir apparaître sur le 19e siècle et le début 20e des périodes différentes que j'espère, à l'issue de notre travail d'inventaire, on pourra préciser. Dans un premier temps, nous avons déjà ces premiers, 1893 et 1793, nous avons déjà ce premier travail sur les premiers temps de la relation. Et là, vous avez une très belle peinture de Hodges qui était peintre à bord des vaisseaux de Cook en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une des premières images de Nouvelle-Calédonie qui est conservée à Londres. Le premier voyage français qui a laissé des traces et dont on cherche les éléments dans les différentes collections, c'est le voyage de d'Entrecasteaux en 1793, avec des objets qui sont assez intéressants parce que ce sont des objets qui ont été gravés. Il y a eu un travail scientifique assez important de fait au moment du voyage, mais la cargaison a été saisie aux Indes néerlandaises de l'époque et a été disséminée en Europe. Donc on trouve ces objets dans d'autres pays d'Europe que la France. Et récemment, l'inventaire nous a permis de retrouver un objet à Leiden, aux Pays-Bas, qu'on a pu attribuer au voyage de d'Entrecasteaux. Donc on peut, même si ces collections anciennes, on peut penser qu'elles sont suffisamment connues, on peut continuer à faire des trouvailles en fait sur ces objets anciens qu'on trouve dans les collections. La période 1840-1853, donc là on a une première période avec des entreprises commerciales, j'appelle ça des entreprises commerciales, mais c'est les beachcombers, c'est les gens qui pêchent la baleine. Là vous avez des vues de dessins, d'objets conservés. Les dessins sont conservés en Australie et ce sont des objets qui ont été probablement amenés par des santaliers sur Sydney. Donc là, on a quelques objets peu présents dans les collections françaises, beaucoup plus présents dans les collections américaines, par exemple, sur la côte est des États-Unis, les petits musées du côté de Salem, dans la région de Boston, on conserve un certain nombre d'objets qui ont été rapportés par les santaliers et les baleiniers au tout début la première moitié du 19e siècle. Ensuite va commencer la période de grande collecte, mais d'abord c'est la période des objets missionnaires. Alors bizarrement, il y en a assez peu en fait. On pourrait penser que les missionnaires ont été dans cette première partie de contact des grands pourvoyeurs d'objets. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et on a été relativement déçus de découvrir au musée du Vatican, non pas une collection très importante, mais une collection assez resserrée, une centaine d'objets. Donc vous avez sur la droite une vue, c'est une herminette qui a été offerte au pape en 1847 par Monseigneur Pompallier, qui était en Nouvelle-Zélande. On a donc quelques objets épars. Avec 1853 et la prise de possession, on va rentrer dans un grand boom, j'allais dire, des collections ethnographiques, et en particulier en ce qui concerne l'Arcanac, c'est la grande arrivée des objets dans les collections. Pourquoi ce boom sur les objets? C'est d'abord la constitution en Europe, autour de 1850, des musées d'ethnographie. Il y a une grande vogue de la connaissance du monde et on pense pouvoir présenter l'humain dans sa variété, à la fois en le mesurant, en l'identifiant, en l'inventoriant, et aussi en essayant de le représenter au travers des objets de la culture matérielle. Vous avez dans ces deux vues, d'une part, le musée impérial de Vienne sur la gauche et la petite maison mariste de l'Annélière sur la droite. On a un travail assez important de constitution de collections et donc un appel d'air énorme pour l'achat de ces collections. Une demande très importante qui va être en partie alimentée ici
par la facilité avec laquelle les technologies nouvelles, ici comme le fer, c'est haches en fer qui remplace, dès 1850, le fer remplace en grande partie l'outillage de pierre, d'après les témoignages qu'on peut en avoir. Et donc, il va y avoir un troc qui est assez, qui va se faire de manière assez facile entre ces outillages de pierre qui vont rejoindre les collections et les musées, et d'autre part le troc avec les métaux et les haches en fer. Donc il y a une forme de dévalorisation de ces objets et de la tradition qu'on va observer également au travers des guerres, évidemment, des guerres coloniales. En ce qui nous concerne, ce sont les grandes guerres de la deuxième partie du XIXe siècle, avec ici quelques images de Dataï avec ce masque mortuaire que tout le monde connaît désormais, qui est conservé au Muséum national d'histoire naturelle. Et ces dominations coloniales vont faciliter, effectivement, par les prises militaires, par les différentes formes de domination, l'arrivée en masse d'objets. Il est facile de voir dans certains musées l'origine des collections quand on voit dans les livres, les registres d'entrée, autour de 1879-1980, arriver un grand nombre d'objets. On est pratiquement sûr que ce sont des objets qui viennent qui font suite, en fait, à la révolte dans la région de Poya, à la fois Boulou-Paris, la guerre de 78. Les changements religieux aussi ont probablement un impact assez important. On sait qu'ils ont été fondamentaux dans les changements sociaux et les changements politiques, mais peut-être que on a mis ici une petite figurine, une petite statuette qu'on méconnaît pratiquement totalement de manière ethnologique dans les informations, mais dont on constate la présence très permanente dans les collections à partir des années 1850-1860, et puis qui disparaît à la fin du XIXe siècle. Il est probable qu'il y a eu ici, c'est probablement le témoignage d'un regain probablement de pratiques religieuses ou magiques autour probablement des questions de fécondité, des questions de survie et aussi des groupes. Vous avez la petite vue à droite des bambous gravés, évidemment, qui sont un formidable, et on en voit de plus en plus, une formidable chronique du premier contact entre Européens et Kanaks, et qui sont aussi d'une très très grande précision. Là, on a eu l'occasion de voir sur des collections à Vienne des bambous qui étaient jusqu'à présent méconnus, et qui nous donnent des précisions très grandes sur la vie kanak aussi, avec un certain nombre d'illustrations, par exemple autour des deuils, autour de certains rituels, dont on a quelquefois des descriptions, mais dont on n'a jamais de représentation. Tout ceci alimente les musées d'ethnographie qui présentent dans la mode de l'époque, c'est-à-dire une forme d'accumulation assez importante où se mêlent à la fois le temps et l'espace, une vision qui va en grande partie alimenter ou encourager une vision de domination coloniale de l'Europe sur le reste du monde. Cette vue du musée Guimet de Lyon vous montre à la fois dans le fond des armes kanak mélangées avec des masques africains, des boomerangs australiens, des haches des îles Cook. Et tout en bas, vous avez une série de crânes, et vous pouvez reconnaître le moulage mortuaire d'Ataï dans la partie centrale, tout en bas de cette vue. Donc on a cette grande accumulation qui vise aussi dans ces musées ethnographiques, qui sont souvent, comme vous le voyez sur cette image aussi, dans sa partie gauche, des musées d'archéologie qui visent à essayer de comprendre l'évolution humaine tout en justifiant finalement que l'autre, qui a encore une technologie néolithique ou une technologie de type paléolithique pour ce qui concerne les aborigènes d'Australie pour notre région, sont en fait des témoins d'une histoire parcourue depuis longtemps par l'Europe, et qu'on va pouvoir utiliser dans un comparatisme ethnographique qui permet de comprendre aussi les objets que l'on que l'on exhume de terre, puisque c'est la période aussi où se développe de manière très importante l'archéologie
en Europe. La Calédonie n'est pas en reste puisque la première exposition qui a eu lieu ici a eu lieu en 1876 et elle avait pour objet en fait de rassembler un certain nombre d'objets qui vont nourrir, qui étaient destinés à nourrir les expositions universelles qui étaient en train de fleurir aussi sur cette fin de 19e siècle. Vous avez sur la vue à la fois des objets Kanak, mais aussi des objets qui sont ces pots à tabac faits par la déportation et la transportation. Et ces objets, on va en retrouver certains dans l'exposition universelle de Brisbane, dans les expositions universelles également à Londres et à Paris. Paris, où la grande exposition de 1878 va permettre aussi de concentrer de manière assez importante des objets Kanak qui vont alimenter le marché des musées. Et c'est intéressant pour nous de trouver à la fois, de pouvoir faire le lien finalement entre ces objets, comme vous le disiez Roger, qui ont perdu souvent leur identité du fait des multiples aliénations de l'objet qui est passé de main en main avant d'arriver au musée, quelquefois même différents musées qui fondent leur collection, les réagencent, ce qui fait que quelquefois on est en face d'objets qui nous parlent peu. Et ces iconographies, ce travail de recherche documentaire que l'on fait en même temps, et dès qu'on peut le faire, dès qu'on a le temps de le faire en parallèle de cet inventaire, nous permet de recaler certains objets, enfin de les réattribuer à des périodes historiques. Le meilleur exemple de ce point de vue, c'est l'exposition universelle de 1889. C'est celle où la Tour Eiffel a été inaugurée. Avec un village Kanak composé de plusieurs maisons, dont une grande case sur la place des Invalides, et beaucoup d'objets qui ont été amenés. En particulier, on a retrouvé les listes du service des affaires indigènes qui avait collecté énormément d'objets et qui les avait envoyés à Paris. On a pu retrouver ainsi à la fois la photo. Ici, vous avez un des 9 personnages qui a été envoyé de Calédonie à l'exposition universelle de 1889, qui est un homme de Marais, qui est à côté d'une flèche fêtière qui fume la pipe, et qui est une pièce assez intéressante. Il n'y en a pas beaucoup, des pièces qui fument la pipe, et qui font comme ça la relation entre le monde nouveau et le monde ancien. Et vous avez à droite la même flèche fêtière qu'on a retrouvée au musée de Berlin. Donc on a pu, à partir de cet élément, faire d'autres recherches. Et vous avez ici en photo centrale 2 femmes, l'une de Yengen et l'autre de Marais, l'une de Canala et l'autre de Marais, avec des grands chambranles autour de cette grande maison qui était montée sur l'esplanade des Invalides. Et à droite et à gauche, vous avez les chambranles qu'on a retrouvées également en collection en Allemagne, ici à Berlin, et pour d'autres pièces qu'on a pu retrouver à Stuttgart. La fin du 19e et le début du 20e, c'est aussi l'acmé, c'est aussi à la fois l'apogée et en même temps la fin de ces collectes, en particulier des collectes scientifiques qui sont essentielles pour nous parce que c'est souvent à partir d'elles, du fait du sérieux avec lequel elles ont été faites, qu'on raisonne aussi pour essayer d'attribuer, de comprendre, de mettre dans le temps les objets dont je vous disais qu'ils avaient perdu leur identité même géographique et historique. Ce sont principalement la collection Sarrazin, dont Roger vous disait 2 mots, qui est à Bâle en 1910, et la collecte du pasteur Philippe Rélescure dans les années 30, qui a alimenté le musée de l'Homme, et maintenant ces pièces sont au musée du Quai Branly. Alors quel avenir pour ces collections en même temps que l'on fait ce travail le plus précis possible et qu'on essaie de constituer cette base? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Quelles sont les questions finalement qui nous agitent au même moment où nous faisons ce travail? D'abord, du point de vue culturel kanak, il me semble qu'il y a un certain nombre de questions qu'il faut avoir en tête et sur lesquelles on n'est pas les seuls à pouvoir apporter des réponses. C'est qu'il nous faut inventer un rapport nouveau à ce patrimoine. Je le disais en entrée, on se retrouve maintenant et bientôt, on se retrouvera à la tête d'une banque de données de presque 17 000 objets. Il faudra essayer d'établir un rapport nouveau. Quand je parle de rapport nouveau, je parle de rapport muséographique. Il est vrai que le fait de conserver des objets culturels et de les avoir dans un musée
a demandé, sur l'expérience que j'ai pu avoir sur le musée de Nouméa, a demandé un travail de distanciation finalement entre l'objet culturel tel qu'on pouvait l'appréhender dans un village et l'objet culturel quand on le voit dans un musée. Il y a un travail de transposition, il y a un travail donc aussi de regard, il y a un regard qui est de nature différente entre l'objet qui est en village et celui qui est en collection. Je parle de regard parce qu'aujourd'hui, les musées nous permettent une confrontation directe avec les objets, alors que beaucoup de ces objets, quand on les reconsidère dans leur vocation première, sont des objets qui n'étaient pas forcément destinés d'une part à être vus par tout le monde, et même quelquefois étaient cachés. Leur présence suffisait à évoquer une force, et la vue n'était pas forcément nécessaire, en tout cas la vue de tous. Donc les musées sont là pour créer aussi d'une certaine manière, et cette collection, cet inventaire, pour essayer d'enrichir et de changer, d'apporter un regard nouveau sur ces objets du passé. C'est évidemment l'enrichissement de la connaissance du passé. Et c'est aussi rechercher les éléments d'installer ce patrimoine dans une culture contemporaine. Il est évident que pour nous, faire ce travail, c'est bien sûr s'intéresser au passé, mais c'est aussi chercher de quelle manière ils peuvent nous parler à nous, contemporains aujourd'hui, qu'on soit kanak ou pas d'ailleurs, et de quelle manière on peut les faire vivre. Alors, en même temps qu'on fait ce travail en France, en Europe, d'inventaire, on continue à avoir des relations assez, qu'on espère, les plus nourries possibles avec les collectes qui se font ici, avec la DCK, mais aussi avec d'autres intervenants, des gens qui travaillent sur leur propre passé et qui font ce travail de mémoire fantastique sur le patrimoine immatériel. Et faire en sorte de trouver les relations entre cette mémoire telle qu'elle nous est parvenue, mémoire uniquement immatérielle, sur des objets que quelquefois les gens n'ont pas vus depuis 3 générations. Quand j'ai fait une enquête sur les masques dans les années 80 avec des vieux de la région de Poum ou de la région de Bondé, ils me décrivaient des masques qu'ils n'avaient jamais vus eux-mêmes et que c'était simplement la génération de leurs arrière-grands-parents qui avaient vu ces objets. Mais pourtant, l'information était d'une grande précision sur le type de matériaux, qui les faisait, de quelle manière on pouvait le faire, etc. Donc il y a encore un travail à faire pour enrichir cette connaissance de la culture matérielle qui autrement risquerait d'être relativement sèche. C'est aussi l'espoir de pouvoir réactiver ou de réintroduire un certain nombre d'objets dans la culture matérielle d'aujourd'hui. La culture matérielle kanak, comme vous le voyez, comme vous le savez, sur les coutumes, etc., on emploie beaucoup d'objets qui sont en fait des objets qui viennent du commerce. Or, la connaissance et cet inventaire nous permet de voir que la richesse des objets produits à des seules fins d'échange est extrêmement variée et extrêmement intéressante. Et on espère aussi qu'en fin de travail, ça pourrait être un moyen de valoriser ce patrimoine retrouvé. Les enquêtes patrimoniales sont aussi en rapport avec les analyses que l'on peut faire aujourd'hui. Vous avez à droite les masques de Branly qui ont fait l'objet d'analyses à la fois par scan. On utilise aussi les moyens modernes d'analyse des corps et donc des objets que constituent les scanners dans les hôpitaux. Et on vient le soir avec nos grands masques scanner les objets entre quelques vues de crânes et de genoux, pour pouvoir percevoir ce qui est à l'intérieur des objets. Ça nous donne des enseignements assez intéressants sur la manière dont les objets sont construits, sans dénaturer l'objet, sans le démonter, et en voyant des choses qui ont été mises intentionnellement de manière cachée, ou au contraire des choses que l'on ne sait pas voir. Les analyses nous permettent aussi de remonter les techniques telles qu'elles ont pu nous être transmises. Et on s'aperçoit qu'en faisant des analyses physico-chimiques, ne serait-ce que sur les patines des masques, on s'aperçoit que la tradition que l'on a de l'enduit fait en noir de Bancoul, etc., avec un peu de résine, est probablement de nature... la réalité physique nous montre que le coup de main était probablement différent et que l'objet initial, la pâte initiale qui a servi à cet enduit, est probablement de nature différente de celle qui nous a été transmise. Donc là, c'est aussi un intérêt pour nous de pouvoir confronter à la fois ce qui est fait dans cette analyse,
par les objets que l'on voit en inventaire et qu'éventuellement on peut proposer aux analyses, et également par le retour, on le fera la semaine prochaine à Yengen avec les collecteurs du patrimoine, pour leur poser un certain nombre de questions sur ces observations d'inventaire et ces observations scientifiques qui ont pu être faites sur des objets dont ils ont un savoir. Du point de vue des musées occidentaux, on a vu, c'est l'analyse, mais c'est aussi pour eux se poser la question de quelle est l'actualité finalement d'un patrimoine qui est souvent un patrimoine vieilli. Vous l'avez vu sur une des images, on a des présentations qui nous présentent les Kanaks comme ils étaient en 1878. Et aujourd'hui, il y a une réelle tension, il y a une réelle difficulté de faire exister ce patrimoine en France ou en Italie ou dans d'autres pays, avec l'information auquel les gens peuvent avoir accès sur ce qu'est la Calédonie aujourd'hui, ou le monde kanak aujourd'hui. Donc il y a vraiment une question pour eux qui est une question de comment parler d'un patrimoine daté. La réponse, malheureusement, la plus courante, c'est eh bien, on le cache. On démonte les expositions anciennes que vous avez pu voir. Je vous disais le plaisir qu'on a quelquefois de voir des musées du 19e siècle avec les accumulations, parce qu'il y a toute l'information qui y réside. Et souvent, c'est la tentation des musées aujourd'hui, c'est de démonter ces présentations qui rappellent un passé colonial dont on a du mal finalement à trouver les éléments contemporains de la relation ou de l'explication. Et le risque pour un certain nombre de ces collections, c'est qu'elles passent à la trappe d'une certaine manière. Donc l'enjeu pour eux, c'est de trouver les moyens de l'intégrer à l'histoire occidentale telle qu'elle est énoncée aujourd'hui, peut-être en levant un certain nombre de tabous, quelquefois, sur ce passé, et essayer d'établir des rapports aussi avec la société d'origine. Alors c'est ce qu'on essaie de faire aussi en étant présent dans ces musées, c'est de leur montrer que les gens qui ont produit ces objets, il y a toujours des gens qui sont vivants aujourd'hui, et que peut-être il y a dans un rapport contemporain à un patrimoine qui est finalement commun, puisqu'il est à la fois kanak parce qu'il a été produit ici, il a été aimé, il a été prié ici, mais en même temps il a été préservé dans une Europe lointaine, et qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à établir pour faire en sorte de faire vivre ce patrimoine. L'exemple le plus intéressant de ce type, c'est l'expérience du musée de Rochefort. Donc vous avez peut-être vu hier au journal télévisé l'actualité. On voit là une ville qui a un passé à la fois autour du bagne, qui a été un passé autour des voyages. Essayer d'établir avec les objets qu'il possède et les différents espaces, en particulier le nôtre, une relation de type renouvelé. C'est en particulier les résidences d'artistes. Vous avez ici une photo de Steve Tomo, qui était un des premiers artistes à être en résidence à Rochefort et à produire une pièce qui est installée ensuite, qui est toujours installée dans les présentations du musée de Rochefort. Donc les pièces du passé et les pièces d'aujourd'hui sont en confrontation. Et en ce moment, vous avez Micheline Néporon, qui est en résidence à Rochefort et qui produit également des objets modernes, des œuvres modernes, qui seront mises en relation avec des objets du passé que possède ce musée. Donc c'est ce dialogue entre le passé et le présent, et entre ces différentes formes d'expression qui nous paraît intéressante de pouvoir susciter éventuellement dans d'autres endroits. Quelles sont les perspectives que l'on peut tracer pour, dans un premier temps, c'est effectivement cette exposition qui aura lieu à partir d'octobre 2013 au musée du Quai Branly, qui est une exposition qui va nous permettre de présenter sur près de 2000 mètres carrés environ 360 objets et documents. Donc une présentation qui est assez unique, puisque la dernière grande exposition a eu lieu en 1990. Et on espère que cette exposition, on travaille en ce moment pour faire en sorte que cette exposition vienne à Nouméa en avril et en juin 2014, soit au centre Chibaou, soit au musée de Nouvelle-Calédonie. Ça va être une première restitution de ce travail. Le travail aussi pourrait avoir comme débouché les dépôts. Vous savez qu'on a ici, là vous avez une vue de la case Buenando, la première case,
qui, depuis l'ouverture du centre, accueille des objets du patrimoine kanak dispersés. En ce moment, ce sont des objets du musée du Quai Branly, mais on a accueilli aussi des objets de Sydney, des objets qui venaient d'Allemagne, des objets qui venaient de Suisse. Et ces objets, on l'avait appelé cette opération les objets ambassadeurs, suite à une discussion qu'on avait eue avec des vieux lors de l'exposition de Jaded Dacre au musée de Nouméa, et qui nous avait dit finalement ces objets qui sont disséminés dans le monde. À l'époque, on ne pensait pas qu'il y avait autant de pièces, à vrai dire. Ces objets qui sont disséminés dans le monde sont probablement nos meilleurs ambassadeurs, car ils manifestent l'existence d'un petit peuple aux yeux d'un monde d'une humanité élargie. Et donc ces objets, ce serait bon de les faire revenir de manière régulière pour qu'ils se ressourcent et qu'ils repartent. Et on a donc ces objets qui tournent sur des périodes de 5 ans ici au centre. Le même procédé aussi existe au musée de Nouméa avec des dépôts qui sont un peu plus longs. Donc la constitution de cette base de données va permettre aussi aux musées et aux centres culturels de faire un choix plus pointu sur le type d'objet qu'ils ont envie de faire venir et d'obtenir en prêt pour des prêts, des dépôts qui peuvent être de l'ordre de 3 à 5 ans, mais aussi de 10, 20 ans. Certains objets qu'on a déposés au moment de l'exposition de Jaded Dacre en 1990 au musée sont toujours au musée. Donc les perspectives, c'est cette mise en commun de données de l'inventaire entre professionnels, de faire en sorte que cette ressource nouvelle soit mise à disposition commune. Donc Roger vous le disait, ça c'est vraiment lié aux questions de droit. Les questions de droit sont assez importantes aujourd'hui, de droit à l'image, de droit sur l'utilisation des images, des objets, de l'information également. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de travailler en même temps qu'on fait cette collecte. Et puis la mise en réseau aussi des musées européens entre eux, car souvent ces musées ignorent qu'ils ont dans la région à côté des collections qui viendraient compléter heureusement les débuts de collection qu'ils ont. Et au moment de l'exposition à Paris en 2013, on aura une mise en relation des différents musées européens pour faire en sorte que ce qui sera vu à Paris puisse être aussi alimenté et fasse revivre d'une certaine manière ces collections qui sont dans les différents musées. Et puis, évidemment, de mettre en réseau les institutions culturelles calédoniennes, non seulement le musée, bien sûr, le centre culturel, mais aussi les autres centres culturels qui sont en construction, en gestation, pour faire en sorte que ce patrimoine puisse servir au plus grand nombre et vienne nourrir la manière dont on envisage notre culture aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et Roger et moi serons heureux de répondre à vos questions sur ce sujet. Alors, les micros sont à votre disposition de part et d'autre de la salle, donc n'hésitez pas à lever la main. Oui, bonsoir, excusez-moi, j'ai une question de profane à vous poser. Face à un objet, avez-vous toujours la certitude de son origine kanak ou non? Et y a-t-il des éléments objectifs pour déterminer votre diagnostic? Et je pose la question parce que je trouve que cet après-midi, je me suis trouvé dans une boutique de Nouméa qui vendait des objets et j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre un masque dit océanien avec des masques que j'ai connus en Afrique. Donc je suppose que vous avez une connaissance parfaite et donc peut-être vous avez été confronté à ce genre de problème. Emmanuel se repose. Effectivement, ce qui nous permet de faire une expertise maintenant assez précise, c'est le fait d'avoir vu énormément d'objets. Et ce qu'on se disait entre nous au fur et à mesure de l'avancement de notre travail, là, c'est qu'on a vraiment la chance de pouvoir, on aura la chance d'avoir pu manipuler un nombre considérable d'objets qui nous permet de rassembler ce qu'on appelle des corpus
suffisamment important pour pouvoir raisonner dessus, pour pouvoir travailler, pour pouvoir réfléchir et en sortir un certain nombre de conclusions. Pendant un certain nombre, pendant des périodes un petit peu passées, un certain nombre d'auteurs ont pu raisonner sur des corpus dont on s'aperçoit maintenant qu'ils ne dépassaient pas 50, 60 objets d'une même série. Maintenant, nous, on va pouvoir travailler sur des corpus de bambou gravé de plus de 200 à 300 pièces, par exemple. Et là, non seulement sur les bambous gravés, les masques, de la même manière, on en voit beaucoup, et on aura, nous ou d'autres chercheurs, on aura la possibilité de raisonner sur des séries beaucoup plus complètes que ce qu'on avait jusqu'à présent la possibilité de regarder. Donc déjà, c'est ça la base de l'expertise. Alors qu'il y ait par ailleurs des objets qui, formellement, vus d'un peu loin, se ressemblent dans l'univers, ça n'est pas très étonnant, hein. L'homme est toujours l'homme partout, et les formes sont souvent semblables. Et on sait bien que ce diffusionnisme, enfin les théories diffusionnistes peuvent être intéressantes dans certains points, mais on n'en tire pas énormément de bénéfices si on s'obsède un peu à essayer de trouver ce qui se ressemble partout. Je ne sais pas si Du point de vue du corpus, il y a un chercheur qui s'appelle Louis Perrois qui travaillait sur les objets du Gabon, et il y a déjà une trentaine d'années pouvait affirmer qu'il n'était inutile de tirer quoi que ce soit comme conclusion de réflexion sur des formes ou sur un type d'objet si on n'avait pas un corpus de au moins 200 pièces. Bonjour. Sur certaines haches ou lances, ils sont décorés de tissus. Est-ce qu'il a été fait des recherches pour savoir d'où provenaient ces tissus? S'ils viennent d'Angleterre, de France ou de... C'est une question qui vient à l'esprit quand on voit tous ces objets. Il y a beaucoup d'objets qui portent ces tissus cotonnades, en particulier rouges et bleus à petits motifs blancs. Les pistes. Alors, ça paraît très simple, en fait, cette histoire, mais ça fait un moment qu'on tourne autour de cette affaire, parce que ce qui se passe, c'est que ces tissus étaient tellement courants, c'est vraiment le tissu de base qui a circulé dans le monde entier, hein, au XIXe siècle, était tellement courant qu'on a beaucoup de difficultés à pouvoir le dater avec précision. Il était fabriqué vraisemblablement en France, dans la région de Mulhouse, pas ailleurs, on a pu le vérifier. On a en prévision une mission plus importante qu'on envisage de faire à Mulhouse. À Mulhouse, si vous avez quelquefois vu, ne serait-ce que la photo de l'endroit où ils conservent les volumes d'échantillons, c'est une salle très très grande avec des milliers d'albums de production des cotonnades de la fin ou de la seconde moitié du 19e. Par contre, il y a une chose qui est très facile pour nous maintenant, c'est d'identifier les uniformes de marine ou d'infanterie de marine, la plupart du temps du drap, de laine. On a même trouvé très récemment une assez jolie hache ostensoir dont le décor était constitué d'un col marin avec ces 3 bandes jaunes qui l'ornent. À propos des matières qui ont été utilisées à l'époque pour créer les objets que vous référencez, est-ce qu'on retrouve les mêmes essences? Est-ce que vous avez trouvé des matières particulières qu'on n'utilise plus, qu'on ne trouve plus en Calédonie aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent à travers le temps? On retrouve toujours les mêmes essences et les mêmes matières? Donc plus on travaille, plus on s'aperçoit qu'il faut remettre en cause ce qu'on a appris sur tel casse-tête doit être fait dans telle essence, tel bois servait à telle chose. On s'aperçoit, mais ce sont des constatations simplement de première initiale, qu'en fait les essences sont beaucoup plus variées que celles que nous a données la tradition. Et donc il y a un travail à faire de constitution de collection de références pour pouvoir analyser ces bois. C'est pas toujours facile parce que les bois ont été souvent très patinés
Et les spécialistes du bois ont souvent du mal à identifier une essence à partir d'un bois patiné. Mais en tout cas, là, on travaille ici avec les collecteurs du patrimoine pour essayer d'avoir les noms en langue et les identifications des différents bois qui étaient dits utilisés pour tel type d'objet. Et en même temps, il va nous falloir constituer une collection de références pour pouvoir faire à terme des analyses pour pouvoir les identifier. En tout cas, une grande variété. Même chose sur d'autres matériaux, les plumes par exemple. Récemment, on s'est mis à travailler sur les costumes de plumes, les manteaux de plumes des masques. La tradition, d'une manière générale, nous dit que les manteaux de plumes sont faits en plumes de Notou. L'observation précise des masques nous montre qu'il y a un certain nombre de ces costumes qui sont faits avec d'autres plumes que celles du Notou, dont des plumes d'un gallinacé dont on n'a pas encore tout à fait identifié l'origine. Et donc là, il y a un travail aussi à faire pour savoir quels sont les types d'oiseaux qui ont pu être utilisés. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous montre que la tradition dont on a hérité sur l'usage, la fabrication des masques, est probablement un temps ou une période ou un endroit qui a transmis cette information. Il est probable que la variété des matériaux nous indique qu'il y a eu aussi d'autres manières de faire et probablement d'autres symboliques attachées aux matériaux, comme ici pour les plumes. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, des missionnaires sont parfois partis en France pour récolter des fonds. Et ils partaient parfois, d'après leur courrier, avec des objets Kanak, donc pour vendre. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu une forme de commerce et une forme de commande, justement, de la part de ces missionnaires, sachant que des objets seraient plus vendables que d'autres, par exemple ? Il est certain qu'il y a eu les échanges commerciaux autour des objets sont pas neufs. Aujourd'hui, on connaît des ventes dans les grandes maisons qui atteignent des prix absolument fabuleux, mais le commerce des objets est une chose ancienne. Et c'est vrai qu'on observe, sur les missionnaires, par exemple, à la fin du 19e, une manière, même jusqu'au début du 20e, une manière de financer la mission en vendant des objets qui avaient été donnés à la mission. On en trouve des traces dans les différentes collections. Je ne sais pas, pour l'instant, on n'a pas vraiment identifié d'objets qui aient pu être fabriqués à la demande pour pouvoir répondre à une demande spécifique. On a un temps suspecté les bambous gravés d'être des objets de ce type, mais le nombre d'objets qu'on voit montre qu'en fait, ce sont probablement des objets qui sont fabriqués ici pour être vendus, bien sûr, mais sans forcément qu'il y ait une relation directe entre le marché, le destinataire final, finalement, et sa demande sur l'objet et celui qui le produit. Pour l'instant, moi, je ne vois pas d'objet qui puisse être de ce type. Il y a juste le cas, qui n'est pas une démarche commerciale, mais le cas des fabrications intempestives de haches ostensoirs qui ont été surnommées, et bien surnommées la plupart du temps, les haches du 14 juillet, puisque c'était le cadeau préféré qui était offert au moment du 14 juillet aux administrateurs coloniaux et autres responsables des troupes coloniales locales. Donc on a beaucoup de haches ostensoirs dans les collections qui sont de qualité d'une très très grande variété. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un rapport entre le rapatriement des objets et le processus d'émancipation de la Nouvelle-Calédonie ? Ce que je peux dire, c'est ce qu'on est en train de faire avec le patrimoine kanak. C'est une démarche tout à fait unique, en fait. Il n'y a aucune culture qui est en train de faire ça en ce moment. Les Maoris l'ont commencé un petit peu mais pas de manière exhaustive. À ma connaissance, sur le travail sur le monde aborigène aussi a été entamé, mais pas de manière exhaustive. Pour une raison simple, c'est que c'est aussi des patrimoines qui sont beaucoup plus importants que les quelques 15 à 17 000 objets que l'on a nous.
Donc on a peut-être la chance d'avoir à la fois les moyens et aussi un nombre d'objets qui va nous permettre de faire le tour de ces objets. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est lié complètement à l'histoire contemporaine du pays, puisque les fonds qui nous permettent de faire ce travail sont des fonds du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et sont des fonds qui ont été alloués du fait de l'inscription de ces inventaires du patrimoine dans les accords particuliers qui ont été signés entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. La question se pose pour moi de comprendre si vous avez pu faire un travail de synthèse sur l'évolution de l'imaginaire des représentations des objets kanak. Ma question est peut-être mal posée, elle est décalée, je suis désolée. Ouais. C'est la fatigue aussi. Oui, c'est le décalage horaire surtout, parce que je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Non, pour nous. Ouais. D'accord, aussi. Emmanuel, ça concerne, la question concerne en fait l'imaginaire kanak, son évolution dans les objets de représentation, dans le temps. Je dirais que pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment travaillé pour vous répondre. Je n'ai pas de piste me permettant d'illustrer une transformation profonde. Ce que j'observe, c'est des transformations d'objets dues au changement technologique, au changement religieux, au changement de relation entre le monde européen et le monde kanak qu'on voit apparaître dans les objets. On parlait de l'introduction d'objets de tissus, de choses comme ça dans les objets qu'on voit apparaître très très tôt. On voit les transformations aussi des grandes lames qui autrefois probablement avaient une importance très grande et dont on voit progressivement leur usage tomber en désuétude, mais rester encore des objets importants. Donc on leur fabrique des trépieds, on leur fabrique des présentoirs assez importants, puis complètement périclités au profit du fer, de l'outillage en fer, des haches de fer, des fusils, etc., qui vont changer profondément la technologie. C'est difficile. C'est difficile. On pourrait imaginer que sur des objets comme les bambous gravés, qui sont une formulation assez intime finalement de l'artiste, de sa représentation du monde, on puisse voir des choses. Mais plus on travaille sur les bambous gravés, plus on pense que la période de fabrication de ces objets a été relativement courte et touche un certain nombre de régions relativement restreintes. Donc on n'a pas suffisamment de temps de développement pour pouvoir éventuellement illustrer un changement dans l'imaginaire qui pourrait être matérialisé dans les objets, malheureusement. Juste sur les bambous gravés, il y a un travail qui serait intéressant de faire sur la transformation de la figuration. Puisqu'on voit des tentatives qui ne sont pas des tentatives, comment dire, de représentation du profil, mais c'est une évolution de la culture elle-même de prendre en considération le profil, puisque la représentation, la société interdisait la représentation de ce profil. C'est pas un problème de pouvoir le faire ou de savoir le faire, c'est un problème de choix culturel. On l'avait constaté dans l'exposition que nous avions fait sur les photos anthropologiques de Sarrazin en 1996 pour la préfiguration du centre culturel, où nous avions fait toute une tournée dans les villages, là où avaient été photographiés les gens à la mode anthropologique des années 1910, face, profil à la Bertillon un peu, et de manière tout à fait évidente. La plupart du temps, la réponse était non. On regarde les gens en face, on ne fait pas de profil ou on ne produit pas de profil. Or, dans les bambous gravés, on voit des tentatives de ce genre-là, donc une transformation de l'image se produire, sans doute sous l'influence de l'imagerie missionnaire, peut-être. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut. Puis après tout, pour ce qui concerne l'imaginaire,
on peut quand même faire remarquer que l'enquête est difficile. Hein. Bonsoir, Manu. Je suis là. Oui. D'abord, c'est de remercier les personnes qui ont pu amener ces objets loin de chez eux pour permettre aujourd'hui à nous, les Kanaks, de voir qu'on a quand même des ambassadeurs au-delà de notre pays et que notre culture est toujours vivante, quoi. Voilà. J'avais posé une question la dernière fois, c'était parce qu'au niveau de la région de Kanala, on va construire bientôt un centre culturel. Donc, dans l'exposition de tout à l'heure, on sait que beaucoup d'objets ont été collectés à Kanala, hein, notamment par Fritz Sarrazin. Et tout à l'heure, sur une des photos, je pense que je reconnais exactement la photo prise à Kanala. À la tribu des Mâts, plus précisément. Donc, j'ai bien entendu tout à l'heure qu'il sera possible dans le futur d'avoir des objets. Hein. Bon, je pense pour nous, la question, c'est dans notre futur centre culturel, on aura un centre qui sera dédié à une exposition en permanence d'objets. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'on pourra avoir des objets de Kanala et d'ailleurs, hein, qui nous seront prêtés un jour par un des musées, soit en France ou en Europe, pour qu'on puisse le montrer. Soit, je pense que vous avez dû définir aussi, de par vos enquêtes, qu'il n'y avait pas des propriétaires précis, mais des gens qui ont donné. Je sais personnellement que nous avions 2 chambranles à la maison qui ont été récupéré un jour par un Européen en 1950 et ça appartient à la famille, quoi. Donc bon, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont en France ou en Europe. Hein, nous, ce qu'on souhaite juste, c'est la question que je pose, c'est est-ce que demain, dans notre centre culturel de Kanala, on pourra avoir des objets qui viendront d'Europe, soit un prêt à long terme ou un prêt définitif. Bon, je pense qu'il n'y a pas de prêt définitif, mais un prêt à long terme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour la collection de Charles de Nac. Donc, est-ce que ce sera possible demain que nous, les gens de Kanala, on puisse avoir des objets qui puissent être exposés dans notre futur centre culturel? Voilà, merci. Merci Patrice. Je dirais qu'il y a du long terme qui peut devenir définitif. C'est la frustration qu'on a, enfin moi que j'ai personnellement dans ce travail, c'est que malheureusement c'est assez difficile d'attribuer des aires d'origine à beaucoup de ces objets. Ils ont souvent perdu toute identité. Et c'est souvent, malheureusement, j'allais dire, nous qui leur redonnons une identité parce qu'on a vu des objets, parce qu'on travaille sur ce qui a été fait par Lénard, par Guillard et par d'autres qui ont travaillé, qu'on leur redonne un semblant d'origine. Et donc, on a cette frustration de ne pas toujours trouver des objets précis. C'est frustrant parce qu'effectivement, on sait quelquefois que des objets sont partis et que les gens ont le souvenir, mais en l'absence d'images, en l'absence de photos, en l'absence de descriptions précises, il est très difficile de pouvoir les retrouver au milieu de centaines d'objets du même type qui sont arrivés aux mêmes périodes dans les musées. Néanmoins, on arrive quand même à trouver quelques objets, quelques documents. Donc, et en particulier la région de Ranaitu, je dirais d'une manière générale, hein, Kanala de la Foi, il y a pas mal d'objets en fait qui sont en collection, ne serait-ce que parce que la région a connu la guerre de 78 et donc les villages de la côte ouest ont probablement été largement pillés de leurs objets dans ces années-là, et donc on trouve beaucoup d'objets dans les collections de cette période. Je pense que la question des dépôts, c'est une question de confiance, c'est une question de relation qu'il faut établir. Nous, ce qu'on va permettre d'avoir là, c'est un outil qui permet de savoir où et quoi avec un maximum, enfin la plus grande précision possible d'hypothèses, de la provenance, de l'origine, etc. Ensuite, la question du dépôt, c'est vraiment une question qu'il faut construire. Un dépôt ne se décrète pas. Les musées sont possesseurs de ces objets. Quelques-uns sont extrêmement
pointilleux, quelquefois sont extrêmement jaloux des collections qu'ils possèdent et qu'ils exposent depuis très longtemps. Et donc c'est un travail de relation. Et je pense que le travail qui a été mené tant par le musée que par le centre ici a installé des relations de confiance depuis plus de 20 ans avec certains musées. Ces relations de confiance, d'autres musées ont appris à les connaître, et donc ça pourrait, à mon avis, servir des projets comme celui du Centre de Canala ou d'autres, de pouvoir à terme choisir à partir de la base qu'on a les objets qui seraient les plus importants d'avoir, et ensuite entrer en négociation avec ces musées. Comme je disais, malheureusement pour nous, j'allais dire, certaines de ces collections sont en train de tomber en désuétude. Malheureusement, la grande mode des musées d'ethnographie est en train de passer de mode. Et c'est peut-être aussi l'occasion là, de ce malheur, bonheur est bon. Ce sera peut-être l'occasion pour nous de négocier des dépôts sur ce type d'objet. Est-ce que la démarche de rapatriement, c'est la résultante d'une démarche patrimoniale ou plutôt identitaire? Je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au patrimoine parce qu'on se questionne sur son passé, sur son identité, sur ses racines, et qu'en même temps, on a envie de les faire partager non seulement à sa descendance, mais aussi à tous les gens qui partagent avec nous ce pays. Donc pour moi, c'est entièrement lié. Il y a pas je ne vois pas qu'on puisse faire de différence entre les deux, semble-t-il. Moi, j'avais une question par rapport à l'origine des collections. Là, on voit que c'est un travail qui est mené sur les collections publiques. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'importance des objets Canac dans les collections privées? Est-ce que c'est une perspective envisageable que l'inventaire soit étendu aussi aux différentes collections privées qui ont pu se forger au fil du temps? C'est un grand problème. Donc nous nous concentrons essentiellement sur les collections publiques. C'est déjà beaucoup. Les collections privées, vous vous doutez immédiatement des problèmes rencontrés d'accès à ce type de collection. Déjà, pour certains musées, on a du mal à y pénétrer. Pour les collections privées, vous avez plusieurs cas de figure. Soit un collectionneur qui a vraiment très envie de montrer ce qu'il a sans arrière-pensée et de nous laisser, vous imaginez, répertorier sa collection. La première conséquence pour lui, c'est qu'elle est figée. Et tout le monde connaît le contenu de cette collection. Or, la plupart des amateurs, les collectionneurs privés, sont des gens qui, à la fois, connaissent très bien leur domaine, mais qui, à la fois, conservent, mais qui sont souvent, pour la plupart du temps, des gens qui continuent leur collection, qui échangent, qui vendent, qui revendent, qui réachètent, etc. Et on a pu constater que le meilleur moyen d'arrêter le plaisir de collectionner, c'est de figer la collection comme elle l'est dans les musées. On ne peut plus ni rien acheter, ni rien vendre. Donc il y a déjà cette première constatation qui fait qu'on a quelquefois des difficultés énormes à pouvoir avoir accès, nous, en tant que représentants des collections publiques, dans les collections privées. L'autre problème, c'est que ces collections privées sont à la jonction entre les collections publiques, comme vous dites, et le marché de l'art. Et là, il y a un problème considérable, puisque il n'est pas difficile de suivre les prix que font les objets océaniens, pour ne pas désigner directement les objets Canac en ce moment, mais c'est exponentiel. Donc on comprend bien qu'un collectionneur privé n'est pas forcément très envie de montrer ses richesses immédiatement, qu'il puisse, on connaît un certain nombre de cas comme ça, attendre un peu que le marché monte un peu pour pouvoir les sortir ou les manifester. Enfin, vous voyez toutes les embûches qu'il y a derrière l'accès aux collections privées. Ça ne veut pas dire que pour préparer une exposition, on ne fasse pas appel aux collections privées si on ne trouve pas
d'équivalent dans les collections publiques. Là, en général, il n'y a jamais de difficulté, mais c'est un objet sur l'ensemble d'une collection qu'on va pouvoir emprunter et montrer. Tout bénéfice aux collectionneurs privés de manifester dans un catalogue écrit par des scientifiques représentant la communauté des institutions publiques qui va, dans un certain nombre de cas, valoriser cet objet. On a assisté à de nombreuses expositions qui, pour un certain nombre de prêts venant de mains privées, étaient pratiquement uniquement motivées par ce type de démarche. Donc vous voyez que c'est très très compliqué d'avoir accès à ces collections. Alors on les voit sortir, redisparaître, réapparaître quelques années plus tard. Nous faisons un travail de constitution de fichiers de tout ce qui passe en vente publique. C'est tout à fait fascinant de voir avec quelle constance un certain nombre de masques, d'objets, de massues reviennent à peu près tous les 10 ans sur des places différentes, à Londres, à Paris, à New York, et sont aussi révélateurs du goût d'un certain nombre de collectionneurs. Donc tout ça, je vous livre toutes ces réflexions afin que vous compreniez bien que c'est extrêmement compliqué pour nous d'entreprendre un travail de ce type-là autour des collections privées. Oui, d'autant plus que la relation qu'on a avec les musées, c'est qu'en fait, on est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que d'une part, nous, on a accès à de l'information, à des objets, et d'autre part, on leur donne une forme d'expertise. Enfin, on trie les collections. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que souvent, les collections Canac sont très mélangées avec des collections du Vanuatu, avec des collections d'autres aires. Et donc, notre intervention en tant que personnel inventoriant, on trie les collections. Donc, il y a une forme d'expertise qui est donnée, ce qui est très difficile à faire pour des raisons éthiques avec des collections privées. En tant que conservateur, on n'est pas censé donner une expertise pour des collections privées. Donc on est dans une situation un peu délicate où à la fois on est content de voir des objets et en même temps on est censé ne pas s'exprimer sur leur valeur, même quand on pense que ces objets sont vraiment intéressants. Donc c'est une relation assez compliquée, assez complexe. Heureusement pour nous, l'essentiel des objets sont en collection publique, ce qui nous permet ce travail très direct avec ces objets et ces collections. Bonsoir messieurs, merci pour votre travail. Justement, à ce propos, avez-vous connaissance d'un travail aussi foncier, fondamental, sur d'autres inventaires concernant les cultures océaniennes de type Vanuatu, de type Fidji? Avez-vous y a-t-il eu d'autres inventaires, ou du moins sommes-nous au début d'autres recherches qui permettent une cohérence sur les objets de représentation dont parlait Madame tout à l'heure, de l'Océanie. Voilà. Donc est-ce que l'inventaire du monde kanak, on peut espérer qu'il déclenche d'autres belles initiatives publiques, culturelles? Oui, comme je le disais, je pense qu'on est assez pionnier en la matière. Et donc, on espère aussi que ça donne l'idée à d'autres de faire la même chose. Mais c'est vrai qu'on a des circonstances assez particulières qui nous permettent de le faire ici en Calédonie. Et j'espère que ça pourra se représenter pour d'autres. Mais la force est de constater que pour l'instant, on est à peu près les seuls à le faire dans le monde océanien, mais même d'une manière plus globale. Je ne connais pas d'inventaire raisonné comme ça et quasi exhaustif, de projets de ce type pour d'autres collections en ce moment, du moins. Il est question là en métropole, en France, à Paris, au musée de la Marine. C'est un scoop là, qui est sorti il y a quelques jours, d'inventorier, de poser au musée de la Marine un lieu, en plus de Branly. Alors je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous apporter quelques précisions là-dessus, sur les différentes cultures qui ont été au contact, on va dire, positif ou négatif de la colonisation.
Non, personnellement, je ne suis pas du tout informé de cette initiative. Je voudrais faire remarquer, pour compléter la réponse qui vous a été faite par Emmanuel, c'est qu'il y a un aspect de la chance que nous avons qui est l'aspect financier. Vous pensez bien que faire un inventaire qui demande le déplacement de 2 personnes à chaque fois pendant une semaine dans un lieu donné coûte quand même, entraîne un budget assez important qu'il est très difficile, ne serait-ce que pour un chercheur, de pouvoir trouver, encore plus pour des doctorants ou des gens comme ça. Ce qui existe partout, ce sont des inventaires sur des séries particulières, sur la thèse qu'on est en train de faire, sur une partie de collection, mais l'entreprise que nous avons commencé à réaliser là est d'un autre ordre, quoi. Vous faites référence peut-être à l'appel pour un musée des colonisations en France. Oui, c'est un appel qui a été lancé au moment de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la mémoire de la traite négrière, qui a été signée par Chamoiseau, etc. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas encore eu de traduction, mais en tout cas, il y a eu un appel qui a été signé par nombre d'intellectuels, en particulier d'outre-mer. Alors pour terminer là-dessus, puisque j'ai été une vingtaine d'années conservateur au musée de la Porte Dorée, au moment où le musée des arts africains océaniens a été fermé, ça fait donc maintenant une bonne dizaine d'années, il avait été question, cette question s'était posée bien entendu, que faire de ce musée qui est le lieu idéal pour faire quelque chose autour de la mémoire de l'histoire coloniale, comme à peu près partout en Europe d'ailleurs, mais la chose n'a pas abouti et s'est transformée en musée de l'immigration dont on connaît le succès mitigé pour le moment. Bonsoir messieurs. Alors, dans l'art Aubagne, n'y a-t-il pas eu des copies de fait de tous ces objets-là ? On n'a pas trouvé de copie. En fait, il se trouve que, en tout cas, où qu'on ait été capable de discerner, ce qu'on observe, c'est que le bagne produit des objets d'inspiration kanak, mais souvent sur des matériaux différents. Ce sont les objets en argile, comme les pots à tabac, où il y a de la figuration kanak. Ce sont les coquilles qui sont décorées avec des motifs kanak. Mais à chaque fois, c'est une forme de figuration, une technicité, une manière d'envisager le rapport à l'image qui est assez différente de ce qu'on peut trouver dans les objets kanak. Et pour ma part, pour l'instant, j'ai pas eu connaissance, je me retourne vers Roger, d'objets de faux, entre guillemets, qui ont pu être produits au bagne. On sait qu'en 1889, parce qu'on a l'inventaire des objets qui ont été envoyés de Calédonie, les bagnes les différents bagnes de Calédonie ont envoyé pas mal d'objets, mais c'était à chaque fois les descriptions qu'on en a, ce sont des objets comme des cannes avec quelquefois des figures kanak, du mobilier, mais jamais des objets qui soient des reproductions ou d'objets traditionnels kanak. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, tout à l'heure, vous aviez évoqué le fait que les musées d'ethnographie sont passés de mode. Et l'expérience du musée de Rochefort est particulièrement intéressante à ce titre, puisqu'on met en relation des objets du patrimoine avec des œuvres contemporaines kanak. Cette attitude qui a été initiée aussi par le Centre culturel Djibaou peut-elle justement se développer davantage? De quelle façon? Et est-ce qu'en Europe, cette attitude, en fait, en tout cas ce parti pris, pourrait permettre d'offrir d'autres opportunités pour à la fois une relation entre
la création traditionnelle et l'art contemporain, puisque la vision muséale, c'est plutôt souvent d'enfermer dans des époques et de créer une discontinuité, alors que finalement, il y a une réactualisation de génération en génération en fonction des périodes historiques. Voilà. Je vais laisser Emmanuel répondre plus longuement à cette question, mais à propos de Rochefort, je voudrais souligner une caractéristique des présentations qui change un peu tout, non seulement dans l'apparence des objets montrés, mais dans le discours qui est tenu. Nous l'avions déjà inauguré ici au moment de la présentation de la borne qui est dans la case Buenando. À Rochefort, les textes sont des textes qui sont écrits à la première personne. C'est pas l'anthropologue qui dit les Kanaks font ci, les Kanaks font ça, ou ils faisaient ci, ou ils faisaient ça. Tous les textes sont nous Kanaks, nous faisions comme si autrefois, nous ne le faisons plus, mais maintenant la cérémonie a été transformée de cette manière-là, mais c'est une tradition qui nous est propre. Tu vois, un peu le retournement même du texte et de l'énonciation de l'information a une importance considérable. Je dirais que malheureusement, Rochefort n'a pas fait école et qu'on a espéré à un moment que le musée du Confluence à Lyon, qui avait montré quelque intérêt par le fait que son directeur était originaire du Canada et qu'il avait fait un certain nombre d'expériences de ce type-là, ouvre sur ce type de relation, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu tout à fait la traduction. Ce que je peux observer, c'est que ça peut exister de manière ponctuelle. Rochefort est exceptionnel parce que c'est permanent, cette exposition est permanente, mais ça peut exister de manière ponctuelle. Durant l'année de l'Outre-mer, j'ai pu observer, par exemple, au Musée national de la céramique de Sèvres, un travail assez intéressant qui a été fait. Alors là, on sort du domaine océanien et kanak, mais c'est aussi intéressant avec les potières Kalinia, des poteries qui avaient été collectées au début du 19e siècle et qui étaient au Musée national de Sèvres, que personne n'avait jamais ressorti d'ici depuis, et qui étaient mises en relation avec des potières qui étaient venues de Guyane et qui travaillaient au Musée de la céramique de Sèvres. Donc on voit qu'il y a des choses, il y a des frémissements, mais il n'y a pas forcément l'engouement qu'on aimerait pour pouvoir faire en sorte que, ce patrimoine soit reconnu, et deux, que les artistes contemporains, qui me semblent effectivement être souvent les meilleurs interprètes finalement de cette relation avec le passé, puissent être présents dans des présentations permanentes de musées. Mais je pense qu'il faut persévérer, et en tout cas la bonne parole que l'on dispense, nous, à chaque fois qu'on rencontre des collections ou des musées nouveaux, c'est d'ouvrir cette possibilité. Il me semble que beaucoup sont intéressés par ça. Donc la connaissance de ce patrimoine devrait nous encourager aussi à faire des propositions pour que cet ici et cet ailleurs, qui ont été une fois connectés dans le passé par l'échange de ces objets, puissent retrouver d'autres connexions aujourd'hui, en particulier autour de ces échanges culturels. Y a-t-il une dernière question ? Bien, dans ce cas, je voudrais renouveler mes remerciements à Roger et Emmanuel. Peut-être signaler que cette conférence se tiendra également à Koné, mercredi 30 mai, à la salle Aupitiri. Donc n'hésitez pas à le signaler autour de vous. Et puis les prochaines rencontres de la médiathèque, ce sera le 7 juin, avec Jean-François Vernet autour de Patrick White, le seul Australien à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Merci. Merci.